Nous basculons du sud Liban à Beyrouth, même s'il y a une continuité, même si on en a parlé ce matin, dans la première table ronde. Beyrouth, c'est une série d'opérations, évidemment épaulards, Diodon, les différents Diodons, Diodon 1 à Diodon 5, les opérations de rembarquement, et puis la dernière opération, le détox, nous en parlerons, puisque nous avons un ancien casque blanc de Beyrouth qui sera là pour en parler. Beyrouth, alors on aurait pu mettre mission impossible, les paras pris au piège, les soldats pris au piège. Moi, j'avais titré mon bouquin Les paras sacrifiés, réédité avec un titre un peu différent, un peu atténuant la force de ce titre, Mourir pour le Liban, sans point d'interrogation. Cette mission à Beyrouth a été marquée par des pertes très importantes. Mission impossible, on va le voir, ou pas. J'ai relu les comptes rendus d'un certain nombre de chefs de corps de l'époque. J'ai ici sous la main le compte rendu, le rapport du général Kahn sur la mission Diodon 4, qui avait subi précisément l'affaire du Drakkar. Ce qui revient constamment, c'était que la mission était quasiment impossible dès le départ. Les équipements étaient dérisoires, ça a été dit ce matin. Les liaisons entre les différents contingents et avec les Libanais étaient très aléatoires. Tout ça s'est fait sous une pression médiatique extrêmement forte que les militaires ont découvert sur place, avec parfois des difficultés très très importantes pour les militaires en rapport avec la pression médiatique et la pression politique à Paris. Et puis tout cela ces missions dans un environnement international extrêmement dégradé pour la France, que nous n'avons pas vu à l'époque très très clairement. C'est notamment le soutien de la France à l'Irak, dans la guerre entre l'Irak et l'Iran. 83, c'est un moment de bascule. Pour nous, ça a été le Drakkar et d'autres attentats. Mais 1983, c'est l'époque où la France accélère ses livraisons d'armement à l'Irak et des armements qui vont transiter au large du Liban. Nous avions déclaré la guerre à l'Iran et à la Syrie sans le savoir. Et nous l'avons payé très très cher jusqu'à notre départ quasiment définitif de Beyrouth en avril 1984. Donc c'est tout cela, c'est très rapidement dit. Vous avez l'essentiel de l'ambiance dans le petit livret réalisé par les organisateurs de ce colloque. Donc je n'y reviens pas. Et d'emblée, sans plus attendre et sans faire perdre de temps davantage, je vais céder la parole au général de Laprelle qui était à l'époque patron du Premier REC. Il a une grande expérience du Liban, il vous en parlera. Il avait été sous les ordres du général Coulon, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, qui est absent excusé. Et par la suite, vous le savez, le général de Laprelle, dans les années 94-95, une dizaine d'années après Beyrouth, a basculé dans un autre chaudron infernal, une autre cuvette un peu cataclysmique pour l'armée française. Ça a été Sarajevo, ça a été la Bosnie, puisque le général de Laprelle a commandé la FORPRONU, la force de protection des Nations Unies, avant de devenir gouverneur militaire des Invalides. Mon général, vous avez, par la grande bonté du modérateur de cette table ronde, vous avez 15 minutes. Je vous cède la parole et croyez-moi, je serai impitoyable malgré tout le respect que je dois à un général d'armée. Oui, je pense que vous n'aurez pas besoin d'être impitoyable. J'aurais fini à moins le quart. Voilà, j'ai séjourné à Beyrouth en ce qui me concerne de mai 1983 jusqu'à la fin du mois de septembre 1983. D'abord, j'ai commandé à l'époque le premier REC depuis 1 an et demi, premier régiment étranger de cavalerie. Et il se trouve que je me suis retrouvé basculé en moins de 24 heures de mon rôle de préparation du premier REC à l'opération Diodon 3 à celui de chef d'état-major de la 31e brigade par le soutien du vélo du colonel Lecor, qui était à l'époque le numéro 2 du général Coulon, et qui l'a entraîné dans un ravin, le rendant indisponible pendant 2 mois. Donc j'ai assumé simultanément les fonctions de chef d'état-major du général Coulon et de commandant du premier REC. À propos du premier REC, et dans l'esprit de ce que disait M. Mercier tout à l'heure, je profite de ce témoignage pour exprimer à l'actuel commandant du premier REC, très prochainement engagé à la FINUL, tous mes vœux de pleine réussite sur ce théâtre libanais, et j'espère que le caractère impossible des missions que nous avons remplies ne va pas le gêner dans l'exécution de sa mission.
J'ajoute que sur l'étendard du Premier Reich, tout le monde ne le sait peut-être pas, il y a deux bleds cités, Messifré et Rachaya, où nos grands anciens se sont illustrés dans les années 1920, déjà contre les Druzes. C'est dire que le Premier Reich a une longue histoire dans cette affaire du Liban. La préparation de cette mission et tout son déroulement ont été considérablement aidés par la personnalité de celui dont je regrette vraiment qu'il ne soit pas là aujourd'hui, et qui est le général Coulon, qui commandait la Légion étrangère et ensuite la 31e brigade, et qui est parti à la tête de ce détachement du Haudon 3 avec une très grande expérience, puisqu'il était au cabinet de Charles Hernu quand il a été envoyé pour préparer la mission Épaulard du colonel Janvier, qui a consisté donc à rembarquer la plus grande partie possible des Palestiniens de Beyrouth et à essayer de choper Arafat avant que les Israéliens aient mis la main sur lui. Opération qui s'est déroulée, comme vous le savez, la mission du général Coulon du 27 juillet au 28 août 82. Et en un mois, il a vraiment rempli sa mission de façon exceptionnelle. Et puis j'ajoute que je me trouve ici, un peu comme j'y étais en 2016, à évoquer l'ex-Yougoslavie, comme l'a dit Frédéric Pons tout à l'heure. Et je suis très frappé des analogies entre ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce que j'ai vécu bien des années plus tard, de mars 94 à mars 95. J'évoquerai brièvement, déjà 3 minutes de passé, des questions de fond sur ce que mon expérience m'a indiqué, et puis quelques éléments plus personnels. FMSB, M multinationale, complètement faux. Ce n'était pas une opération multinationale, c'était une opération interétatique, ce qui fait une énorme différence, parce que cette mission, cette force FMSB, elle avait tous les inconvénients et toutes les incohérences d'un manque cruel de synergie stratégique et opérationnelle, chacun ayant son agenda, entre des Américains, des Italiens, des Anglais, des Français, des Libanais et tout un tas de milices. Les Américains, c'était clair, quand j'ai demandé à mon homologue américain quelle était sa mission et le principe de son action, il m'a répondu, pour moi, pas d'état d'âme, who should I kill? Voilà, qui dois-je tuer? Donc c'est clair et net. Les Britanniques, un tout petit détachement, qui n'avait qu'une optique, c'était se renseigner, surtout pas d'action locale, mais envoyer à Londres des éléments d'information pour affiner leur appréciation de situation. Les Italiens, excellents sur le plan médical. Et quant aux Français, une des formations très professionnelles, avec, je dirais, un peu des relents de tropisme quasi colonial de nos unités de légion étrangère, de parades troupes de marine, etc., etc. Moi, j'ai été très frappé de l'engagement immédiat d'un colonel commandant le 2e étranger dans la zone chrétienne au profit des maronites, et qui se bagarrait au bout de 15 jours de présence sur place avec le patron du 21e RIMA, qui lui était dans la zone islamo-progressiste. Chacun, évidemment, épousant les intérêts et les particularités de sa zone. Ce qui rajoutait encore au caractère non seulement interétatique, mais finalement interunité. Bon, la mission initiale d'interposition, elle s'est effectivement révélée rapidement impossible. Et elle a fini par se transformer en mission d'autoprotection. Donc on était un peu une force qui était à la fois d'occupation, d'autoprotection, et qui n'apportait pas grand-chose pendant que se développait la guerre civile. Et tout ceci sans réévaluation par Paris et sans conséquences sur ni la mission, ni les moyens. Les problèmes principaux, sur le plan général, ça a été le dispositif, un peu comme en ex-Yougoslavie, très réparti, très dispersé, adapté à la formulation initiale de la mission, de moins en moins adapté à la suite des événements. Et je garde sur le cœur les aires soi-disant protégées de Goradze et de Srebrenica. On était un peu dans la même configuration en termes de dispositif à Beyrouth, avec aucune espèce de pouvoir de police, ce qui, dans une mission de ce type, au milieu d'une guerre civile, est effectivement complètement surréaliste. Je ne ferai pas le lien avec Sentinelle, mais il y aurait quand même un lien à faire dans la mesure où, à Sentinelle, il y avait au moins la police locale française, alors que là-bas, on avait des polices multiples qui chacune avait ses idées. En termes d'équipement, ça a été dit, la carence principale, pas d'artillerie,
pas de moyens troisième dimension. Le général Coulon s'en était expliqué non seulement au général Lacaze, chef d'état-major de l'époque, mais également à Charles Hernu. Tout ça ne nous a rien permis d'apporter de plus que le blindage de nos AML, en particulier pas de détecteur de trajectoire d'obus et pas de canon pour nous, alors que nous étions sous les feux et sous les vues des canons du Chouf, qu'ils soient druzes, qu'ils soient... Bon. Et par contre, à l'autre bout du spectre, un beau jour, quand on a vraiment eu besoin de moyens, alors qu'on ne nous avait rien donné qui dépasse l'AML ou le mortier de 60, on a vu arriver des super-étendards qui sont venus faire une magnifique démonstration le 7 septembre. Et là, effectivement, ça a eu de l'effet. Mais je pense qu'entre l'AML et le super-étendard, il aurait été bon qu'on nous donne quelques moyens. En termes de renseignement, déliquescence. Sur le thème de la communication-information que vous évoquiez il y a un instant, 2 souvenirs. Le 7 juillet, le 17e RGP était en train de procéder à la destruction d'un immeuble, ce qui était d'ailleurs une de ses missions, de sécurisation de la ville en détruisant les immeubles complètement vérolés. Et des parachutistes du 17 se sont trouvés pris sous les débris. Et l'AFP s'est empressé, bien sûr, de rendre compte de cette situation. Et on a eu une période très, très pénible pendant laquelle toutes les familles du 17e RGP avaient appris par l'AFP cet accident, alors que nous n'étions pas en mesure d'identifier exactement les blessés, voire les morts de cette opération. Autre exemple, un beau jour qui devait être le 7 septembre 1983, l'AFP annonce la mort d'un colonel de la FMSB. Nous étions 2 colonels, le colonel Salaire et moi-même. Et il se trouve que nos 2 épouses étaient en train d'inscrire nos gamins à Saint-Cyr-l'École. Donc elles étaient dans la file des parents qui attendaient. Elles ont entendu ça, et il a fallu plus de 2 heures pour que Béatrice Salaire apprenne la mort de son mari. Et que mon épouse soit à la fois soulagée et bien sûr pleine de compassion pour Béatrice. Quelques considérations plus personnelles. Je passerai vite, puisqu'il me reste 5 minutes. L'importance du caporal stratégique. Bon, je ne commande pas, tout le monde sait de quoi il s'agit. Le gaillard qui, sur un checkpoint, par son comportement, par sa maîtrise du feu, par sa capacité de discernement et grâce à une formation très approfondie, est capable d'empêcher que la situation ne dégénère. À ce sujet-là, on voit bien à quel point les économies budgétaires, on est en train de voter la loi de programmation militaire, sur l'entraînement, l'instruction, le nombre d'heures de vol, le nombre de jours en mer, le nombre de jours de sortie, etc., sont absolument fondamentales. Pas d'impasse là-dessus. J'ajoute, heureusement ça sera traité tout à l'heure, mais j'avais envie de faire tout un couplet là-dessus, à quel point le service de santé est essentiel. Hommage à l'antenne chirurgicale, hommage à tous les infirmiers et médecins de nos unités. Là encore, par pitié, pas d'économie sur le service de santé des armées. J'ajoute qu'il y a quand même des économies qui auraient pu être faites en l'occurrence. C'est qu'on nous a envoyé, à l'insistance du ministre Hernu, un détachement de personnel féminin, le DPIF, qui est arrivé une dizaine de jours avant d'être rembarqué en catastrophe, complètement choqué et ému. Je leur rends néanmoins un vibrant hommage parce qu'elles ont été effectivement formidables, mais compte tenu de l'absence totale de préparation, elles étaient PTSD avant l'heure, les pauvres gamines. DPIF, vous pouvez peut-être... Détachement parachutiste fait des infirmières féminines. Un petit problème que je livre à nos états-majors, c'est celui des décorations. Ça paraît un peu hors sujet, ça ne l'est pas. Je pense que nos camarades, qu'ils soient légionnaires, parachutistes ou autres, sont très attachés à cet élément-là. Et malheureusement, je constate qu'à l'époque en tout cas, il y avait une disproportion complète, ou plutôt les critères d'attribution des décorations étaient complètement déconnectés de la situation sur le terrain. Et mon caporal stratégique, s'il se comportait de façon stratégique, il n'avait aucune chance d'avoir une décoration. Ce n'est pas normal. Soulagement égoïste à la fin de la mission d'avoir ramené chaque légionnaire de mon régiment à la maison, même si 2 d'entre eux étaient gravement blessés, mais ils s'en remettront. Et néanmoins, sentiment d'une grande inquiétude et d'une fraternelle solidarité et sympathie avec le colonel Jacques Genet, qui me remplaçait à la tête du premier RHP, à une époque où, mission impossible ou pas,
On ne savait pas encore que le Drakkar allait survenir, mais on sentait bien que la mission était de plus en plus difficile et insupportable. Et là, je me suis retrouvé 10 ans plus tard dans la même situation, avant de passer le commandement de la Fort-Pronu au général Janvier, au mois de mars 1995. Je ne savais pas que Srebrenica allait se produire, mais on savait quand même très bien qu'il allait se produire quelque chose de dramatique. Un mot sur la langue et la culture. Là encore, je crois que la Légion étrangère et peut-être les troupes de marine, que je connais bien sûr par nature moins bien, ont un énorme avantage, c'est que nous avons dans nos unités un vivier de camarades qui parlent tout un tas de langues, qui connaissent tout un tas de cultures, qui nous font éviter tout un tas de bêtises que l'absence de connaissances et des us et coutumes du pays pourrait nous amener à connaître. Et le problème de la langue, le problème de la culture, moi, en ex-Yougoslavie, j'ai imposé à tous les officiers qui rejoignaient mon état-major d'avoir au moins lu les chroniques sur Travik et le pont sur l'Adrina. Je les interrogeais sur ce sujet. Bon, il faut effectivement arriver à pénétrer des réalités culturelles et locales. Et j'ajoute, sans faire de prosélytisme, et vous verrez que mon dernier point ne permettra pas de mauvaise interprétation sur ce sujet, que j'ai une attention particulière pour le prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Et je crois que c'est incroyablement vrai, sous réserve bien sûr de donner au verbe toute la signification qu'il peut avoir. En conclusion, je voudrais rendre un hommage appuyé aux 16 morts et aux 42 blessés de l'opération Diodon III du général Coulon. Ils ont servi les armes de la France avec honneur et fidélité, au mieux de ce que la République leur avait demandé, avec toutes les limitations liées à la définition de la mission et à l'attribution des moyens. Le général Coulon, à son niveau stratégique et opératif, parle d'un échec. Moi, je serais un peu moins sévère. Les unités de mon premier régiment étranger de cavalerie sont rentrées aguerries, disciplinées, avec un esprit de corps encore renforcé par les épreuves et sans vraiment d'état d'âme, prêts à repartir si nécessaire. Je crois qu'il y a vraiment un problème de la hiérarchie, d'inquiéter l'échelon supérieur et de rassurer les subalternes. Et les légionnaires de base, heureusement, ils ne s'intéressent pas trop aux difficultés que les chefs, comme le général Coulon, ont pour obtenir, et sans l'obtenir d'ailleurs, de l'artillerie ou de la latte. Je souhaite enfin que la profonde réforme du Code des pensions militaires d'invalidité qui est en train de se voter à l'Assemblée nationale soit fidèle à ce que Clémenceau disait. Ils ont des droits sur nous. Ils ont des droits sur nous, ces légionnaires et ces paras qu'on a envoyés dans la fournaise. Mission impossible ou pas, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec encore une fois honneur et fidélité. Il faut que considération, réparation, reconnaissance continuent à leur être dues, sans que l'accident du travail devienne assimilé à la blessure au combat. Et un dernier mot sur l'importance de préserver à tout prix la valeur cardinale qu'est la laïcité. Les expériences que j'ai vécues au Liban en 1983 et quelques années plus tard en ex-Yougoslavie m'ont fait toucher du doigt les horreurs fratricides auxquelles conduit le confessionnalisme déchaîné. La cruauté appliquée au nom de Dieu, Gott mit uns, ça nous rappelle de vieux souvenirs, et la vitesse avec laquelle ces drames de l'intolérance se déclenchent, jusque dans des couples mixtes ou des familles qui paraissaient unies. Merci. Merci, mon général, pour ce tour d'horizon rapide et extrêmement riche. On voit bien que Diodon III a déjà mis en place ce qui va se révéler catastrophique pour Diodon IV. Je retiens l'absence d'artillerie. Or, les militaires le savent bien, pas un pas sans appui. Là, ça n'était pas réalisé. L'absence de renseignements. J'ai le souvenir, pour être allé là-bas à plusieurs reprises, dans ces années-là, que les militaires se plaignaient de ne pas savoir ce qu'il y avait au-dessus, au-delà des crêtes, parce qu'ils n'étaient pas sur les crêtes. Et donc, dans Beyrouth, la mission, quand les obus commencent à tomber, allait devenir de plus en plus difficile. Je retiens cet hommage que vous avez rendu au service de santé des armées. Et j'allais dire, ça tombe bien, parce que nous avons un représentant, d'une certaine façon, du service de santé des armées, un ancien engagé volontaire du SSA,
l'adjudant-chef Mettetal, vous avez été auxiliaire sanitaire à Beyrouth entre juin et septembre 83 au sein de la FMSB. Vous avez participé à des missions de prise en charge de blessés, notamment à l'ambassade de France. Vous avez 10 minutes, évidemment trop courtes, pour nous donner votre témoignage sur cette période-là. Merci. Donc bonjour à tous. Alors moi j'étais à l'époque tout jeune engagé, puisque je suis à origine du service national. Donc j'ai été incorporé en 80 et en 83. À 22 ans, je me suis retrouvé donc au Liban avec une antenne chirurgicale qui était affectée au soutien de la 31e brigade. Donc l'antenne chirurgicale était implantée à la résidence des Pins. Donc une antenne chirurgicale aérotransportée, c'est très peu de personnel. Donc c'est 2 chirurgiens, un médecin réanimateur, deux infirmiers réanimateurs, un infirmier de bloc, et à l'époque on était 3 militaires du rang, donc auxiliaires sanitaires. Donc quand on est arrivé, on a commencé par des missions de soutien de déminage, entre autres avec les soutiens des opérations de déminage avec le commando Trépel et le 17e RGP. Donc les missions, c'était simple. Le matin, on déminait. Et l'après-midi, ils effectuaient les opérations de destruction en mer, au large du port de Beyrouth. Et puis après, les choses se sont un peu gâtées, puisque le 6 juillet, comme l'a rappelé le général de Laprelle, donc il y a un immeuble qui s'est effondré sur un détachement du 17e RGP, qui était en train de mettre des explosifs pour le faire imploser. Donc là, c'était la première grosse intervention donc, du service de santé. On a passé, j'étais arrivé, si mes souvenirs sont bons, c'est arrivé vers la fin de matinée. Donc on a commencé à envoyer des détachements sur place. Et après, avec les éléments du génie pour déblayer, on y a passé la nuit. Je me souviens qu'au milieu de la nuit, vers minuit, 1h du matin, on a sorti un ouvrier libanais qui travaillait aussi sur l'immeuble. C'était le seul rescapé, malheureusement, de l'effondrement de l'immeuble, puisque les gens du 17 se trouvaient plus en contrebas. Donc, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il n'y a pas eu un seul survivant du détachement. Donc on a ramené que des corps, donc on a évacué que des corps. Et ensuite, après, je vous raconte un peu, c'est un peu des faits marquants pour moi, qui était un jeune engagé. Donc ensuite, la situation se dégrade. Le 20 juillet, la situation se dégrade sérieusement. Après, il y a un autre fait marquant. Le 6 août, il y a un tir de roquette sur l'ambassade de France. Je crois qu'il y a des CRS qui sont blessés. Et là, j'ai un souvenir prenant. Donc, on décide à la résidence des Pins d'envoyer un détachement avec les soutiens des AML du 1er REC pour aller à l'ambassade de France évacuer les blessés qu'ils ont eus là-haut. Et j'entends dire, alors, au niveau du PC, ça descend, ça vient. Vous vous faites agresser, vous ripostez. Donc on est prêt à riposter. Vous vous faites agresser, vous ne ripostez pas, vous stoppez, vous revenez. Et finalement, on part. Le détachement part, on se rend donc à l'ambassade de France. Et arrivé vers le port, l'officier qui commandait le détachement, la zone étant très très insécurisée, décide de faire demi-tour et de rentrer sur la résidence des Pins. Donc les gens nous seront amenés 2 ou 3 jours plus tard à l'antenne chirurgicale pour ensuite les évacuer. Et puis après, le 3e fait marquant, comme l'a dit le général de Laprelle, pour moi, c'était le bombardement donc, de la résidence des Pins et le décès du colonel Salaire, puisqu'on l'a égé avec un sergent qui est un caporal-chef qui sont sortis en prenant une ambulance, puisqu'en fait, ils étaient sortis à l'extérieur de la résidence, et on nous a dit, il y a un véhicule qui a sauté, enfin, qui a pris un obus, et ils sont partis les chercher, et ils les ont ramenés, et en les ramenant, on a eu en plus 2 blessés, 2 blessés légers, puisqu'un obus est tombé à proximité, et en fait, quand ils étaient en train de monter
les deux, le chauffeur et le colonel Salaire à l'intérieur de l'ambulance TP3. Avec le souffle, ils ont été projetés à l'intérieur. Donc ensuite, ils sont revenus. Et donc voilà. Plus après, les blessés qu'on a eus au cours de ce bombardement. Et le souvenir, on a eu le décès d'un sergent-chef de la BOMAP qui était sur l'aéroport, qui a pris un éclat d'obus dans la gorge alors qu'il était à l'étage de la résidence des Pins, au niveau du cercle. C'est là qu'on se dit qu'il y a des fausses protections. Il s'est cru protégé parce qu'il n'était pas vu de l'extérieur. Et quand c'est tombé, malheureusement, là j'ai assisté réellement à son décès, puisqu'il s'est vidé de son sang devant nous, il n'y avait plus rien à faire. Un éclat dans la carotide, le chirurgien est venu. Puis après, comme aussi les chirurgiens, enfin les deux médecins, les trois médecins qu'on avait, à qui je rends hommage, parce qu'il y a des gens qui, je crois, de leur dire merci, parce qu'ils sont en vie, parce qu'ils sont rentrés en vie. C'est le médecin principal Bertram, chirurgien, le médecin en chef Latouche, et le médecin principal Medec. Je me souviens du médecin principal Bertram, où en plein bombardement, on était donc le bloc opératoire, on avait descendu tout le monde dans la cave. Un éclat d'obus avait percé le groupe électrogène. On n'avait plus d'électricité dans le bloc opératoire, donc on est venu avec ce qu'on appelle des TL22, tous autour de lui, et lui il avait des mains dans le... Et donc voilà, et les gens s'en sont sortis, on a évacué les gens, je dirais en vie. Et puis donc ensuite, j'ai toutes les choses qui s'accumulent. Donc l'affaire du camion citerne qui prend une roquette, dont j'ai un souvenir émouvant, puisque j'ai suivi, après mon retour au mois de septembre, je crois, caporal-chef, qui a été blessé, qui était hospitalisé à l'hôpital Laveran, et qu'on a suivi encore pas mal de temps, encore après, et qui malheureusement a perdu sa jambe à l'issue. Et donc là, je me souviens, quand on a été, avec le général Delaprelle, récupérer le corps, puisqu'on a eu de incarcéré du camion, le conducteur qui a brûlé dans le camion. Et puis ensuite, voilà, c'est le... Je prends un peu le fil conducteur. Donc ensuite, malheureusement, voilà, c'est au départ de 28 septembre, l'aéroport étant fermé, donc le détachement, l'antenne chirurgicale, tout le monde, on réembarque sur le port, sur le TCD Foudre, qui va ensuite nous déposer à Larnaca. Et à Larnaca, on va prendre un 747 qui va nous ramener. Et là, on ramène également avec nous des blessés, qui nous ramènent à Marignane. Et donc, malheureusement, voilà, c'est 16 morts et 42 blessés pour nous. Voilà un peu, moi, mon vécu de l'intérieur. Jeune caporal-chef, jeune engagé. Donc après, poursuivi, puisque j'ai d'autres opérations extérieures. Voilà. Si vous avez des questions, merci. Alors je précise, mon adjudant-chef, que vous êtes aujourd'hui affecté à la DMD du territoire de Belfort et vous êtes délégué départemental de l'Association nationale des participants aux opérations extérieures, ANOPEX. On parle toujours du colonel Salaire, tué le 17 septembre à Beyrouth. Je voudrais quand même citer le nom de son caporal, le caporal Pou, P-O-U-X, caporal Poux, qui faisait un très très bon café, je le sais, puisqu'il m'avait offert un café en juin 83 avec le colonel Salaire quand j'étais passé les voir. Alors le contexte est très important. Je vous ai dit tout à l'heure que la situation internationale était dégradée, était tendue entre en gros le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre la France et l'Iran, la France et la Syrie.
la France et l'Union soviétique. Je vous rappelle que le 31 août 1983, on l'a un peu oublié, mais des Sukhoi 25 soviétiques avaient abattu un Boeing de la Korean Airlines, 269 morts. C'était l'ambiance, le 31 août, et qu'ensuite il y a eu le départ des Israéliens du Chouf en septembre. Eh bien, tout ce contexte, à la fois international et local, est très important pour comprendre cette marche à la tragédie qu'a été ensuite le Drakkar et toute la série d'attentats qui ont suivi. Pour nous parler de ce contexte, ce cadrage libanais et diplomatique, Antoine Bazbous, vous êtes franco-libanais, président fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes, qui est une structure qui conseille les grandes entreprises, notamment sur les marchés du Moyen-Orient. Et vous avez écrit 2 livres magnifiques, très intéressants, qu'on pourrait recommander à tous les militaires qui partent aujourd'hui au Liban, comme l'avait fait pour la Yougoslavie le général de Laprelle. Le premier, c'est « Guerre secrète au Liban », paru en 1987, où tout est dit de tout ce qui s'était passé au début de cette guerre libanaise et de ces années 80. Et puis le plus récent sur les printemps arabes, ce qu'on a appelé les printemps arabes, le tsunami arabe chez Fayard, paru en 2011. 2 maîtres ouvrages. Antoine Bazbous, vous avez 10 minutes pour revenir sur l'histoire. Merci Frédéric. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Frédéric. Je vais respecter le temps de parole qui m'est accordé et essayer d'être très bref et synthétique. Alors, dans un conflit, c'est le rapport de force qui s'impose. Dans ce rapport de force... Rapprochez, voilà. Oui. Plus simple. Ok, merci. Donc, au Liban, la mission était, je dirais, impossible, suicidaire. C'était une affaire de prise volontaire d'otages, parce qu'aller sur un théâtre aussi encombré, sans avoir les moyens, c'est quelque chose d'impossible. Y aller sans avoir une mission précise, sans avoir un cadre juridique précis, parce que la France et la force multinationale, dans leurs 2 passages en 82, le premier s'était limité à 1 mois, et donc là, il fallait sortir Arafat et ses hommes de Beyrouth sains et saufs. Et le deuxième, c'est après le massacre de Sabra et Shatila, c'est pour aider les talibans à rétablir l'ordre dans le Grand Beyrouth. Donc, dans ces 2 missions, il n'y avait pas la caution de l'ONU, et donc c'était une mission de pays amis, voire de l'OTAN. Or, sur ce théâtre libanais, il y avait en fait 4 conflits. La guerre civile, dans laquelle la France n'était pas du tout impliquée, et si elle devait l'être depuis 1974, elle était du côté des Palestiniens. Rappelez-vous la déclaration de Jean Sauvagnargues, ministre des Affaires étrangères de Giscard d'Estaing, qui disait en 1974 que Beyrouth était la capitale de la Palestine. Rappelez-vous ultérieurement, Michel Rocard, quand il s'est rendu à Beyrouth, c'est un détachement de l'OLP qui lui a rendu hommage, qu'il a reçu à l'aéroport de Beyrouth. Et qu'en 81-82, tout était fait pour soutenir Arafat, l'OLP, et leur droit, évidemment, à revenir en Palestine. Mais en attendant, on reconnaissait le Liban comme étant le pays transitoire, la capitale de la Palestine et d'Arafat. Donc, dans un contexte de guerre civile, la France n'était pas impliquée entre les factions libanaises, mais dans les factions libanaises, il y avait l'OLP qui, elle, chevauchait la gauche et ce qu'on appelait à l'époque les islamo-progressistes, et la France soutenait l'OLP et soutenait ce camp à travers les médias, à travers la diplomatie, particulièrement depuis 1981. Donc, ce théâtre premier de guerre civile, évacuons-le. Il y a par ailleurs le conflit israélo-palestinien, dans lequel le Liban était un théâtre, le principal théâtre des opérations. Et là, au moment où François Mitterrand s'est rendu à la Knesset en Israël et a fait un discours à la Knesset, je crois, c'était en mars 82, et pour compenser cette proximité avec Israël, il a versé en soutien à Arafat et à l'OLP, évidemment sur la base de leur présence au Liban. Donc, voilà le deuxième théâtre. La France était, en théorie,
à mi-distance des deux, Israël et l'OLP. En réalité, elle soutenait l'OLP et avait peur, à l'époque, rappelons-le, on est à une décennie du choc pétrolier de 1973, et donc la France caressait un peu, il y avait une politique arabe de la France qui s'accentuait avec les chocs pétroliers successifs. Donc, troisième théâtre des opérations dont le Liban était une expérimentation, c'est le conflit entre l'Irak et l'Iran. Et la France était devenue co-belligérant aux côtés de l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran. La France a livré des Exocet, a livré des super-étendards, et donc c'était même pas de la vente, c'était du prêt. Donc la France était considérée par rapport aux Iraniens comme étant un pays qui est rentré en guerre directement aux côtés de Saddam, à qui la France avait vendu énormément de matériel militaire, même le plus sophistiqué. Dernier théâtre des opérations au Liban, c'est le théâtre de la guerre froide, Est. Rappelons-nous qu'en 1979, l'Union soviétique avait envahi l'Afghanistan et qu'en Afghanistan, les Occidentaux, Américains en tête, s'étaient servis des djihadistes sunnites pour défaire l'armée rouge. Eh bien, l'Union soviétique, à l'époque, avait une occasion, une opportunité de se servir du théâtre libanais pour instrumentaliser, cette fois-ci, non les djihadistes sunnites payés par l'Arabie, mais les djihadistes chiites qui sont instrumentalisés par l'Iran. Et on se retrouve là avec trois acteurs qui sont toujours, aujourd'hui en 2018, associés dans cette région. L'Union soviétique, dont l'héritier aujourd'hui c'est la Russie, l'Iran, qui était à l'époque embryonnaire par sa présence à travers le djihad islamique et le petit Hezbollah qui a été créé par un décret de Khomeini en 1983, et la Syrie, toujours acteur majeur de cette région. Donc cette alliance entre les trois puissances ont pu régler leur compte par rapport à l'armée française, par rapport à l'armée américaine, par rapport aux associés de la force multinationale dans lesquels il y avait des Britanniques et des Italiens. Et cette configuration de 83 était suicidaire. On ne peut pas envoyer des hommes sans leur donner les moyens, sans avoir une mission et sans les couvrir. On y allait un peu en CICR avec du treillis de militaires. C'est la honte pour les militaires qui ne peuvent pas se protéger. La mission de cette force a fini par se recroqueviller sur elle-même et ne pas protéger le Liban ou le gouvernement libanais, mais à se calfeutrer à l'intérieur de ces sièges de l'ambassade de France. D'ailleurs, en un seul jour, il y a eu 7 morts à l'ambassade de France et 14 blessés, des soldats français. Et à l'époque, la réplique, il y a eu la réplique contre les batteries de Sokel Gharb avec des super-étendards, mais c'était la seule petite réplique. Jamais la France, jamais les États-Unis n'ont pensé aller bombarder le siège des renseignements syriens qui pilotait tout ça. Jamais ils n'ont osé aller bombarder le siège des Pasdaran dans la Bekaa. Jamais une infrastructure vitale pour la Syrie ou pour l'Iran n'a été touchée par les forces, par l'armée française et américaine de l'époque. Et quand bien même, après le Drakkar et l'attentat contre l'aéroport international de Beyrouth, qui a fait le 23 octobre 299 morts en quelques secondes, et bien malgré ça, la France qui avait décidé de se venger, les plus hautes autorités ont prévenu les chiites pour évacuer la caserne qui allait être bombardée le lendemain. C'est établi, c'est connu, vous le savez, et c'est pas très bien pour l'image de la France et pour sa crédibilité. C'est pas bien non plus pour les militaires qui, dans leur dos, ont fait des choses qui ne sont pas
très digne. Donc, les Américains qui devaient participer à ce premier raid commun ont reculé. Et quand ils ont envoyé des avions pour bombarder quelques jours plus tard les positions syriennes, ils en ont perdu 2. Pourtant, les fabricants d'armement américains, quand ils vendent ce matériel à Israël, Israël survole et bombarde régulièrement, il a eu très peu de pertes. C'est-à-dire que Reagan, à l'époque, disait « L'Union soviétique n'a rien à voir au Proche-Orient. Il faut que vous nous laissiez faire. » Et les soviétiques de l'époque répliquaient à l'humiliation subie en Afghanistan par une humiliation imposée aux Occidentaux sur le théâtre libanais. Donc cette conjoncture soviétique, iranienne et syrienne continue aujourd'hui encore à se manifester dans cette région. Cette alliance est toujours active, mais les auteurs, le Liban n'est plus. Le Liban, aujourd'hui, c'est un Hezbollah Land. C'est un théâtre dans lequel le premier acteur est iranien et qu'on a un gouvernement fantoche qui occupe juste la vitrine, mais qui ne gouverne pas et qui ne commande rien. Bon, je crois que je suis dans les limites. Eh bien, merci pour votre attention. Merci Antoine Bazbous, j'ai l'impression d'avoir tout compris. Et donc, c'était extrêmement clair, malgré la difficulté, de résumer tout ça en 10 minutes. Une anecdote, j'étais en Iran, à Téhéran, en janvier dernier, et les responsables sécuritaires que j'ai pu rencontrer dans le cadre d'un voyage d'études m'ont tous parlé de 1982-83. Ils ont tous ça en tête, la façon dont la France, à l'époque, a soutenu leur ennemi irakien. Et je suis allé visiter le musée de la guerre à Téhéran, et c'est frappant de voir qu'il y a plusieurs panneaux, vitrines et panneaux, où l'on voit, où on se retrouve plongé dans l'année 1983 à Beyrouth. On voit des super-étendards, on voit des exocètes, et on voit des photos du Drakkar. C'est assez saisissant quand on a cette histoire en tête, quand on sait ce qui s'est passé là-bas, de voir que les Iraniens reconnaissent d'une certaine façon avoir frappé à travers nos soldats, à travers leurs affidés de l'époque, c'est-à-dire le Hezbollah, les fous de Dieu, ceux qui aujourd'hui ont pris en main le Liban. J'étais hier ici même à la cérémonie d'hommage au colonel Beltrame, magnifique cérémonie. Je regardais le cercueil sur les pavés de la cour d'honneur des Invalides et ça m'a remis en tête la même image, mais avec 58 cercueils. Le 2 novembre 1983, les soldats tués au Drakkar, nos paras tués au Drakkar. Alors, cette table ronde n'a pas pour objet de traiter complètement cette affaire du Drakkar, cette tragédie du Drakkar. Nous y reviendrons à travers les témoignages qui vont suivre, mais nous n'irons pas en profondeur dans tout ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, les responsabilités. Ça n'est pas le but, mais je tenais à ce moment-là à saluer les anciens du Drakkar qui se trouvent ici, dans la salle. On les entend cliqueter parce qu'ils ont à la poitrine. Et hier, j'ai beaucoup pensé à eux, j'ai beaucoup pensé à vous, en me souvenant de cette matinée glacée du 2 novembre 83. Beaucoup étaient encore blessés, n'avaient pas pu voir ça. Et donc, j'en profite de façon très privée, très personnelle, pour vous rendre hommage à vous qui êtes ici aujourd'hui présents. Le capitaine Anselman était sous-officier au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Il a réalisé un certain nombre d'interventions, notamment nautiques, en 83 et 84, donc Diodon 3 et Diodon 4. Il avait aussi, alors peut-être que vous nous en parlerez, mon capitaine, il avait aussi participé à des reconnaissances de réseaux souterrains à Beyrouth, des égouts, des parkings sur lesquels il y a eu beaucoup d'histoires, parfois de fantasmes, d'exagérations. Peut-être que vous nous en direz un mot. Et puis aussi, vous avez participé aux opérations de secours lors du Drakkar. Et vous avez, mon capitaine, 10 minutes, seulement 10 minutes, pour nous rappeler un peu ce que vous avez fait, ce que vous avez été là-bas pendant ces années noires. Bonjour à tous. Donc, j'étais au 17e RGP pendant une douzaine d'années. Et donc, j'ai quand même participé en 78. Malheureusement, je ne suis pas allé au Liban, mais je suis allé au Tchad pour l'opération Taco.
Donc ensuite, je me suis retrouvé à Dieudonné 3, où j'étais patron des plongeurs du 17e RGP, où on a effectué plus de 15 tonnes de destruction d'explosifs, tout ce qui avait été ramassé sur la partie ville et ramassé des extérieurs, parce qu'il y a eu une anecdote assez marrante. On avait décidé, l'unité qui était avec nous avait décidé, pour les destructions, on avait trouvé le stade, il y avait un stade à Beyrouth qui permettait effectivement, qui était démoli comme pas possible, et ils faisaient les destructions là-bas. Mais un soir, ils sont revenus, l'ambulance était criblée d'éclats, tellement il y avait des choses qui volaient. Donc on avait décidé effectivement de faire des interventions sous-marines au large de Beyrouth, en gros 2 fois par semaine, où on mettait en place un dispositif de pétardement sous-marin qui évitait tous ces incidents-là. Mais c'était phénoménal. Ça partait de la petite grenade des munitions à des bombes de 500 livres ou de 1000 livres. Donc c'était assez impressionnant. Parallèlement, sous les ordres du colonel Queneau, qui était général après, il m'avait donné des missions un peu particulières vraiment. Il y a des fantasmes effectivement, mais il y a des choses qui existaient. Effectivement, on se promenait, nous, en tenue néoprène, en combinaison et des bouteilles de plongée, dans les égouts et dans les sous-sols à Beyrouth, où il y avait des circulations un peu étonnantes de paquets et de choses qui se déplaçaient au gré des égouts. Donc on a mis en place des systèmes verrouillés avec de la ferraille, enfin des trucs un peu artisanaux, mais on n'avait pas tous les moyens et tout, mais c'était quand même assez impressionnant. À tout hasard, au carrefour Sodeco, on a découvert, en passant dans les sous-sols, la plaque d'égout qui était au milieu du carrefour, il y avait 3 tonnes d'explosifs en dessous. Et j'ai des photos, je peux vous les certifier. Hein. Combien de camions sont passés là-dessus sans les toucher? C'était impressionnant. Impressionnant. Parallèlement, au Bois des Pins, il y avait le premier HP qui était là-bas. Et à un moment, on a intervenu là-dessus aussi, parce qu'ils entendaient des voix dans les sous-sols. Je ne raconte pas de conneries. Hein. Vous y étiez, hein, je ne raconte pas de conneries. On a cherché, on a perforé tout. C'est Ernu qui est venu en même temps, ce jour-là. Donc la marine nous a filé un gros coup de main. Ils nous ont récupéré un détecteur de cavité. Donc on a travaillé pendant 15 jours, mais on n'a jamais su ce que c'était. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. D'un autre côté, il y avait aussi des recherches côté façade maritime, où il y avait soi-disant une grande roue qui perforait des emplacements où ils mettaient des munitions, des moyens nautiques pour intervenir. C'était vraiment des choses à se poser des questions, quoi. Donc ça, c'était une partie de Dieudonné 3. J'ai participé effectivement, le colonel Salaire, bien sûr, les 7 qui étaient dans l'immeuble qui s'est cassé la gueule. Et effectivement, à 1h du matin, on a entendu un silence mortel, une voix qui arrivait à la surface du sol. C'était un Libanais, et en dessous, il y avait un militaire français. Le Libanais vivait, le militaire français était décédé. Plus personne équipé. Il y a eu aussi un autre immeuble qui a été détruit pendant quelque temps, aussi en démolissant, en enlevant effectivement tous les explosifs qui pouvaient être placés pour le détruire, en sachant que là-bas, quand ils construisaient, c'était avec du sable de mer. Donc le sable de mer et le ciment, ça ne servait à rien. Avec les bombardements et tout ce qui se passait, tout était vibré. Et un jour, pareil, moi je me rappelle très bien, on sortait parce qu'on avait retrouvé une cache dans les sous-sols où il y avait de l'eau, avec des munitions, de l'armement et tout ce qu'il fallait. Nous sommes sortis et l'immeuble est tombé. Et c'est passé à la télévision. Mon épouse était devant la télé, elle a vu ça. Et on était sains et saufs. Et ça a été comme ça tout le temps. C'était vraiment impressionnant. Il y avait des choses qui étaient impossibles à croire. Impossible à croire. Impossible. Et avec le général Queneau, on a fait des sorties comme ça, dans les quartiers où effectivement, avec un béret bleu et puis une parka TTA, pour aller voir un peu ce qui se passait. Et dans les quartiers chauds. Tourmour, Tourisque et toutes ces tours-là, ont été allés vérifier parce que c'était des tours antisismiques
Et en bas, il y avait des grandes cuves d'eau. Et à un moment, on avait appris qu'ils allaient faire sauter cette tour-là. Donc on est allé déminer tout ça. Ça a été, ça n'a pas arrêté. Il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça. Voilà, je crois que... Mon capitaine, oui. est-ce que, en poursuivant ce que vous Oui. nous dites, vous aviez pu réaliser une étude des sous-sols du Drakkar? Ben non, là, on est arrivé les premiers dessus parce que quand ça a pété, on était sur la terrasse, on était à 100 pans, nous, à côté de la résidence des Pins. On est arrivé là-bas avec l'adjudant Matigo, des 2 ou 3, comme ça, sur place, puisque j'ai discuté avec Marie-Madeleine aussi, là. Mais c'est tout ce qu'on a pu faire. Et après, on est venu avec des engins pour filer un coup de main. Bien sûr. Ouais. Non, je voulais dire, bien en amont, avant l'installation de la compagnie de Non, on diversité. n'était pas allé là-dessus. Mais ça On a avait fait été beaucoup de... Ouais. On a fait beaucoup de reconnaissances comme ça, mais celle-là, bon, c'était tellement important que... Enfin, bon, chacun a ses petites idées là-dessus, et moi, j'ai la mienne. Bien sûr, bien sûr. Mais depuis cette époque, malheureusement, personne n'a de certitude absolue. Exactement. Chacun a son idée. Mais effectivement, on a vu, il y avait des gens qui travaillaient dedans depuis pas mal de temps, D'accord. qui travaillaient à l'intérieur, et des voitures qui circulaient, qui rentraient. Bon, c'était passé normal pour effectivement des travaux, des gens qui bossaient là-dedans, quoi. Voilà. Très bien. Bon, merci mon capitaine pour ce témoignage. Témoignage très émouvant, et malgré les années qui passent, on sent que vous êtes encore là-bas dans cette mission. Merci beaucoup. Alors, vous savez que Diodon 4 s'achève, puis Diodon 5, qui va être le dernier des Diodons, le rembarquement de la force multinationale du contingent français, en tout cas, s'achève, je crois, en mars ou avril. Nos alliés étaient déjà partis, avaient quitté Beyrouth beaucoup plus rapidement que nous. Et la France dit qu'elle n'abandonne pas le Liban et elle va mettre en place une mission assez incroyable qu'on pourrait qualifier de folle, presque suicidaire. C'est le fameux détachement d'observateurs, les casques blancs. On l'a vu tout à l'heure, on a vu quelques séquences dans le petit film. Et nous avons la chance d'avoir ici à la table ronde un de ces casques blancs qui est revenu. Il y a quand même eu 7 morts, je crois, qui est revenu. Le colonel Alain Frère, lieutenant-colonel Alain Frère. Donc vous étiez gendarme mobile. Vous avez été en poste dans ce détachement, ce DETOPS, détachement de casques blancs de mai à septembre 1984. La mission a duré jusqu'en 1986. Parlez-nous de cette mission étrange et qui aura duré à peu près 2 ans. Madame la directrice, messieurs les généraux, mesdames, messieurs, chers camarades, je voudrais tout d'abord, je voudrais demander si par hasard dans la salle il y aurait un autre militaire qui a participé à ce DETOPS. Non, il n'y en a pas. Si ? Je suis content, je vous reverrai après peut-être, j'espère. Voilà, je vous demande un peu de tolérance car un incident, non pas diplomatique mais informatique, nous a empêché, M. Ponce et moi-même, de communiquer. Donc j'ai pris quelques notes tout à l'heure, j'essaierai d'être assez rapide. Je voudrais néanmoins vous expliquer un petit peu ce qu'est le détachement des observateurs, comment il était organisé, et puis je vais vous rappeler 2 dates qui ont marqué mon séjour à Beyrouth. Le détachement des observateurs, comme vient de le dire M. Ponce, c'est un organisme qui a été mis sur place, non pas par l'ONU, ça n'a rien à voir avec l'ONU, comme ça a déjà été précisé pour d'autres choses auparavant. C'est un accord d'État à État entre l'État français et l'État libanais. Donc il n'y avait là que des militaires français volontaires, officiers, sous-officiers, de toutes les armées. Je dis armées, pas armes, car il y avait aussi bien des aviateurs, des marins, des gendarmes. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure des gendarmes, qui n'avaient pas du tout, rassurez-vous, un rôle de prévôté, mais qui étaient là au même titre que leurs camarades des autres armées. Donc ce détachement des observateurs, il a démarré, comme ça a été précisé, à la suite du départ de la force multinationale. Il était constitué de ces personnels qui étaient en poste. Nous étions en poste. Le seul armement que nous avions, c'était un PA Mac 50, un casque blanc, un gilet pare-balles, une Jeep. C'est tout. Nous étions dans la population, dans des points d'observation en général, des points clés, sans aucune protection,
Par exemple, je l'expliquerai tout à l'heure, lorsque j'étais à Beyrouth-Ouest, nous étions dans ce qu'on appelait la Tour Mour, qui a été connue par la suite parce que des otages français y ont été détenus. Nous étions en fait, non pas protégés, mais au pied de l'immeuble, c'était Amal qui tenait l'immeuble. Nous étions en haut, barricadés avec nos PA et quelques grenades sous l'oreiller quand on avait le temps de dormir sur un lit picot, bien sûr. Donc le rôle des observateurs, c'était de faire bien évidemment des observations, de les transmettre à ce qu'on appelait à l'époque un détachement représenté par des personnalités des factions. C'était le comité de l'hippodrome, ça s'appelait le comité de l'hippodrome, qui était à côté de la résidence des Pins, qui était en ruine à l'époque, en 84. L'ambassade ayant été transférée à Clémenceau, à Beyrouth-Ouest, et le consulat à Babda. Et nous envoyions donc par radio nos observations, de jour comme de nuit, pour dire qui avait tiré le premier, qui avait tiré en direction de qui. Nous observions, nous rendions compte, en bons militaires que nous étions, bien évidemment. Et là, évidemment, de temps en temps, quand des observations étaient un petit peu trop précises, donc, les gens qui étaient au comité de l'observatoire, de l'hippodrome, pardon, se mettaient d'accord entre elles et il se pouvait que pendant quelques heures, il y ait une espèce de cessez-le-feu, en tout cas un calme apparent. Et c'était comme ça jour et nuit. Nous faisions aussi, bien évidemment, des patrouilles à l'extérieur, armés de notre seul PA et avec nos jeeps, au contact de la population, pour y faire du renseignement, bien sûr, que nous transmettions aux responsables du détachement français, qui lui aussi faisait partie du comité de l'hippodrome. Nous allions donc au contact des factions, au contact de l'armée libanaise, et puis nous engrangions ce que nous pouvions comme renseignements pour les diffuser après, car il était toujours important de savoir qui était à tel endroit, parce que parfois il y avait des tirs qui étaient exercés et on ne savait pas d'où ils venaient, on ne savait pas de qui ils venaient. Donc ça, c'était important. Je voudrais faire une petite parenthèse sur le détachement des observateurs et puis sur, sur la présence de gendarmes. Il a été précisé plusieurs fois ce matin qu'à l'époque, le ministre de la Défense était M. Hernu. Chacun sait, ou ne sait pas, mais je veux peut-être l'apprendre à certains, que M. Hernu était un fils de gendarme, comme moi d'ailleurs. Et M. Hernu souhaitait absolument que les gendarmes, qui sont des militaires, qui le sont toujours, je tiens à le préciser, même si nous faisons partie du ministère de l'Intérieur, les gendarmes restent profondément des militaires. Et M. Hernu tenait à ce que ça se sache et que ça se voie. C'est-à-dire qu'il a exigé que des militaires de la gendarmerie fassent partie d'unités combattantes. Et à ce titre, le premier escadron de marche a été un escadron de marche qui a été constitué de gendarmerie, a été constitué pour faire partie de la force multinationale. C'était l'escadron de marche numéro 1, qui était constitué d'officiers, de sous-officiers de gendarmerie volontaires, qui venaient en général de la gendarmerie mobile, et de gendarmes auxiliaires. À l'époque, c'était des gendarmes auxiliaires, tous volontaires également. Donc il y a un premier escadron de marche qui est parti après 3 mois d'entraînement. Il a dû arriver après Drakkar. Ils se sont préparés, je pense, de janvier à mars à peu près. Et moi, j'ai été volontaire et j'ai été désigné pour être le patron de l'escadron de marche numéro 2. Et évidemment, avec le départ de la force multinationale, l'escadron de marche numéro 2 a été dissous. Donc je dirais, entre guillemets, comme lot de consolation, je suis parti avec 2 de mes officiers dans le cadre des observateurs. Lorsque nous sommes arrivés à Beyrouth, le 31 mai 1984, certains de nos camarades de l'armée de terre nous regardaient un peu de travers, car ils avaient un peu l'impression qu'on était venus là pour les, entre guillemets, peut-être les espionner, envoyer du renseignement au ministère ou à je ne sais qui, parce qu'ils nous prenaient un peu pour des prévôtés ou on était là pour la discipline. Pas du tout. Nous avions exactement le même rôle qu'eux-mêmes. Et force est de constater qu'ils l'ont compris très très rapidement. Il y a eu une entente parfaite entre les militaires de la gendarmerie, il y avait aussi des sous-officiers, et les autres camarades d'armée. Sur 2 dates que je voudrais préciser, qui ont été importantes pour moi, arrivé le 31 mai 1984,
une journée de présentation de la situation à l'ambassade des Pins. Et nous avons été envoyés, en tout cas moi j'ai été envoyé en poste, nous étions 5, à la banque de Syrie-Liban sur la ligne de démarcation près du port, pour ceux qui connaissent. Et le 6 juin 1984, dans la matinée, un de mes camarades, le capitaine Pierre Agnor, de l'armée de l'air, a pris une balle en pleine gorge d'un sniper. Il est mort à mes côtés. Et un lieutenant de vaisseau de la marine, nous étions 3 dans le poste, lui a été blessé par des éclats et a été rapatrié. Donc le capitaine Agnor était arrivé le 31 mai à Beyrouth et le 6 juin, il était déjà tué. À la suite de ça, le poste, quelques jours après, jugé trop dangereux, a été inoccupé et a été abandonné. Moi, j'ai fait plusieurs postes et je précise aussi une petite anecdote à cet effet. Ce jour-là, mon escadron, puisque je commandais un escadron de gendarmerie mobile à Beaune, en Côte d'Or, mon escadron était sur les plages de Normandie à assurer la sécurité des hautes autorités internationales, puisque c'était le 40e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, avec Madame Thatcher, le président Reagan, le président Mitterrand, etc. Voilà, donc passons de poste en poste, arrive le 29 juin 1984, où j'étais en poste à la Tour Moore qui se situe cette fois-ci du côté Beyrouth-Ouest, 35e étage d'un immeuble, je l'ai dit tout à l'heure, où quelques années plus tard, des otages français ont été détenus pendant plusieurs mois. Nous étions au 35e étage, c'est vrai que là on avait de quoi observer. Un immeuble qui avait été en construction à l'abandon, sans eau, sans fenêtre, sans porte, sans ascenseur. Et bien évidemment, tout ce qui nous était utile pour vivre au quotidien, il fallait le monter à dos d'homme, que ce soit l'eau pour se laver, pour boire, la nourriture, les munitions, etc. Donc le 29 juin, après avoir fait certainement des observations trop précises, nous avons reçu 3 obus de 90, d'AML 90 dans le poste, et c'est là que j'ai été blessé par éclat d'obus, évacué à l'hôtel Dieu de France par mon camarade qui commandait l'escadron de gendarmerie mobile de Maison-Alfort, qui lui avait la sécurité de la résidence des Pins et des bâtiments diplomatiques. Donc j'ai été évacué, j'ai passé quelques jours, on m'a enlevé ces petites bêtes-là, et puis je suis revenu en poste. Voilà, alors là, une petite anecdote humoristique, si vous me permettez. En tant que commandant d'escadron de gendarmerie mobile, jeune capitaine à l'époque, en gendarmerie mobile, les unités étaient aussi dotées de matériel pour la défense opérationnelle du territoire. Et il se trouve que dans mon unité, moi, j'étais doté d'AML 90. J'ai pu dire à mes gendarmes en rentrant que j'avais toujours été au départ du coup lors des exercices, mais que là, j'avais été à l'arrivée. Je savais ce qu'il en était. Voilà donc ce que j'avais à dire, mesdames, messieurs. Je voudrais préciser aussi qu'après, il y avait des échauffourées permanentes quasiment. C'était toujours délicat d'aller faire des liaisons avec la résidence des Pins. Nous touchions de l'argent pour la semaine parce qu'il était pas toujours possible d'aller se ravitailler à la résidence des Pins, et nous achetions localement. Il se trouve qu'à Beyrouth, à l'époque, c'était en plein été, c'était Ramadan, donc on n'avait même pas le droit d'avoir la chemise remontée, etc. Et chacun sait que Beyrouth, il y fait très très chaud l'été, c'est très humide. Et quand il fallait monter tout ça là-haut, au 35e étage, c'était pas évident. Donc de là, des échauffourées permanentes, c'était le lot quotidien, avec un point d'orgue le week-end de Pâques, où on ne sait pas trop pourquoi ça a démarré, du port de Jounier sur Beyrouth-Ouest, il y a eu carrément un bombardement au canon de 155. Quoi. Donc là, il y a eu des dizaines et dizaines de morts. Et après, ça s'est un peu calmé. En fait, on voyait très bien la situation, on savait ce qui allait se passer quasiment dans la journée, car les informations passent très très vite. On ne sait pas pourquoi, mais on savait, au 35e étage de cet immeuble, on savait quand on voyait les bateaux au loin, et qu'ils étaient au loin, quasiment à la limite des eaux territoriales, on savait que là, ça allait certainement chauffer dans la journée, et ils n'approchaient pas. Quand ils approchaient du port, on pouvait se douter qu'il ne se passerait rien.
Voilà donc ce que j'avais à dire, monsieur Pau. Je voulais dire que pour moi, bien évidemment, ça a été une expérience extraordinaire. J'avais été jeune sergent au RICM, lieutenant d'infanterie, mais comme j'étais fils de gendarme, je pense que l'atavisme a pris le dessus. Et c'est une expérience que j'ai quand même, qui m'a beaucoup apporté. Et certainement, j'ai retrouvé cet esprit de camaraderie entre militaires, tous grades confondus, des différentes armées, pour moi, a été quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je vous remercie. Merci, mon colonel. Vous êtes la preuve vivante qu'un rapport de gendarme ou de gendarmerie peut être vivant, formidable et passionnant. Merci beaucoup. Alors, nous terminons cette table ronde avant de céder le micro ou la parole à la salle avec le padré, le père Yannick Lannement, que tout le monde connaît. Cher padré, vous avez une carrière que beaucoup de militaires pourraient vous envier. D'abord, vous êtes officier pendant la guerre d'Algérie. Malheureusement, un de vos frères meurt pour la France, là-bas. Vous décidez d'entrer au séminaire. Vous décidez de rejoindre l'aumônerie militaire. Et là, vous allez passer par quelques-unes des meilleures unités de l'armée française de ces 30, 40 dernières années. En vrac, je cite, il y a les chasseurs alpins, le 3e RPIMA, Carcassonne, le 2e REP, et là, vous êtes où? Évidemment à Kolwezi. Vous faites l'opération de Kolwezi. Et il y a 40 ans. Et il y a 40 ans. Après le 1er CP, à nouveau le 3e RPIMA, vous partez pour le Tchad après l'affaire du Liban. Pendant une dizaine d'années, vous êtes missionnaire là-bas. Ouais. Puis vous revenez à la Légion, à la maison mère, au commandement de la Légion étrangère. Et je n'y crois pas, mais on me l'a dit, et c'est vrai, vous venez de prendre votre retraite il y a quelques semaines à peine, en février dernier. Vous avez une carrière exceptionnelle qui est marquée effectivement par vos temps de responsabilité dans les unités parachutistes, par Kolwezi et par Beyrouth, et notamment le Drakkar, où vous avez été, pardonnez-moi padré de dire cela, vous avez été... l'ange sur les décombres. Tous les témoignages, et je ne connais personne qui pourra me contredire, tous les témoignages vont dans le même sens. Vous avez été en même temps que les secouristes, les médecins, les infirmiers, ceux qui sécurisaient, vous avez été l'homme, le prêtre, l'aumônier, le padré, qui a su dans ces heures extrêmement difficiles parler, rassurer, réconforter et maintenir la flamme des soldats. Et à ce titre, padré, je crois qu'on peut préventivement vous applaudir une nouvelle fois. Je sais que vous souffrez en ce moment, votre modestie souffre, mais je vous accorde le temps que vous souhaitez pour parler, en sachant quand même qu'il faudra arrêter à un certain moment. Cher padré, vous avez la parole. Certains visages qui se ferment, ainsi que les yeux. Donc il y a de la fatigue en cette fin de matinée. J'en suis très conscient. Mais les prêtres sont habitués, parce que quand ils prêchent, de temps en temps, on voit... Bon, voilà. Je ne devais pas partir au Liban. J'étais à Pau, l'école des troupes parachutistes, le 1er CP et puis les hélicoptères de combat. Je ne devais pas partir avec la 3e compagnie du 1er CP qui, elle, était bien prévue pour ce départ à Beyrouth. Mais l'aumônier qui devait partir se fait breveter parachutiste à Pau. Avant même qu'il ne monte dans l'avion, il se fait une entorse du genou et moi je reçois le message: il prend ta place à Pau et toi tu pars à Beyrouth. J'étais très heureux de partir avec mes parachutistes du 1er CP de Pau parce qu'on avait fait tellement de manœuvres ensemble, on était souvent dans l'avion. J'étais là quand ils se sont fait breveter. Donc pour moi, un bonheur de partir à Beyrouth. Pas uniquement pour cela, parce que le Liban est nommé presque plus de 100 fois
dans la Bible, dans les Saintes Écritures, comme étant le pays où coule le lait et le miel, la terre promise. Et puis, je sais que le Christ a été baptisé dans le Jourdain et que le Jourdain prend sa source au sud Liban et qu'il a foulé cette terre libanaise. Tyr, Saïda, Cana, tout ça, ce sont des noms qui me sont familiers. Très heureux donc de partir avec mes parachutistes. Je suis l'aumônier du groupement aéroporté. Quand j'arrive à Chypre, je croise mes légionnaires que j'avais connus auparavant et qui me disent toute la douleur, les difficultés qu'ils ont eues pendant leur mandat précédent. Et je leur ai dit à un moment donné, mais arrêtez, mes parachutistes, à moi, ils verront bien comment ça va se passer. Mais déjà, nous étions alertés par nos prédécesseurs de la tâche difficile que nous allions connaître. Je ne vais pas tout raconter, mais simplement quelques faits. Bien sûr, je préparais mon homélie du dimanche le 23 octobre. À 6h20, une énorme explosion dans Beyrouth. 2 minutes après, une deuxième explosion. Le général Khan vient me trouver dans ma tente. Drakkar n'est plus. Nous partons ensemble sur Drakkar. Nous sommes dans un nuage de poussière. Ça sent le béton, ça sent la dynamite, une odeur désagréable. De ce bâtiment de 8 étages, il n'y a plus rien. Des tonnes de béton entassées les unes sur les autres. Et nous commençons à entendre les cris de douleur de nos jeunes parents qui sont enfouis sous ces décombres. Nous n'avions aucun moyen pour soulever ces tonnes de béton, simplement nos petites pelles US. Et parmi ces premiers blessés, un certain nombre se trouvent ici. Nous avons pu sortir 12 jeunes parachutistes de ces décombres. Je suis resté près d'eux pendant 4 jours pour essayer de leur dire de tenir, d'avancer, de garder courage, garder espoir, garder espérance. Mais je savais très bien au fond de moi-même que la majorité n'allait pas survivre. 4 jours affreux où certains connaissaient ma voix, la seule voix qu'ils connaissaient, celle de leur aumônier. Ils étaient là en bas et nous étions au-dessus, complètement démunis, découragés. Nous ne pouvions rien faire. Au bout de 4 jours, nous savions que toutes ces voix qu'on entendait s'éteignaient petit à petit et que c'était le moment de laisser la place au matériel plus important pour dégager les corps. Et pendant plusieurs jours, ce fut le défilé de ces corps de nos parachutistes qu'on amenait à la résidence des Pins, où les médecins, les gendarmes ont fait un travail extraordinaire pour reconnaître les corps. Donc vous imaginez cet attentat, 58 parachutistes, j'avais passé quelques jours avant avec eux dans ce bâtiment. J'étais avec la section en particulier d'Antoine Delabattie, dont Gilles est maintenant le président de cette association
des familles de Drakkar. Vous imaginez un peu notre désarroi, et à moi qui les connaissais tous par leurs prénoms, ces jeunes, je me levais la nuit pour aller pleurer sur leur cercueil et revivre un peu avec eux quelques événements que j'avais vécus. Drakkar, ma croix de prêtre, parce que qu'est-ce qui fait l'enterrement? Qu'est-ce qui adresse les dernières paroles? C'est bien le prêtre. Des paroles d'espérance, des paroles d'encouragement avec ceux qui sont autour du corps ou des corps. Le prêtre est là pour dire que la mission continue. Nous vivons des événements difficiles, mais il faut aller de l'avant. C'est un cri que nous disent souvent les cadres quand on est sous l'uniforme. En avant, on ne traîne pas. Donc en avant, il faut accomplir la mission. Vous imaginez un peu cette soirée, quand il a fallu quitter ces 58 cercueils drapés du drapeau français. Il faisait nuit, il y avait des torches aux quatre coins. J'étais tout seul devant ces 58 cercueils. Les autorités, les cadres étaient de l'autre côté. Un jeune en soutane est venu me trouver. Il me dit « Je fais mes études de prêtre dans un séminaire maronite. » Et je lui dis « Si je craque, je te donne ma dernière prière à dire. » Je n'ai pas craqué, mais heureusement, il était là. Cela m'a été d'un profond soutien. Quelques jours avant Noël, 3 jours avant Noël, je rejoins un poste, comme je le faisais tout le temps, pour visiter mes parachutistes, leur donner les dernières nouvelles, leur dire un peu ce qui se passe dans la mission, dans ce que j'ai entendu ou que l'on m'a confié. Là encore, une explosion au début de la nuit. J'arrête, je dis au conducteur, on va à Frégate, au poste Frégate. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Quand j'arrive, bien sûr, impossible d'entrer, un cratère de 5 mètres. Des voitures qui ont volé en l'air de 30 à 40 mètres. C'est vous dire l'importance de la charge de ce camion. Le poste du 3e RPIMA, l'état-major plus la compagnie des services, et sous le choc, bien sûr, des blessés, le jeune sentinelle, le parachutiste Chabra, a juste temps de dire « un camion sur moi » et ce fut l'explosion. Grande chance pour nos parachutistes du 3e RPIMA. Le conducteur du camion a eu peur de sauter avec. Il a laissé le camion dévaler la pente en touchant nos merlons de terre. Il s'est couché et on m'a dit qu'environ 80 civils avaient été tués, aussi bien des adultes, des chrétiens que des musulmans. Nous avions un mort, 25 blessés, dont certains graves. Ils pensaient que le jour de Noël, au lieu de nous réjouir, nous allions pleurer nos morts et soigner nos blessés. Heureusement, un seul tué parmi nos parachutistes, et nous avons pu faire la messe de Noël avec les autorités qui nous venaient de Paris. Un autre exemple, je vais visiter le poste de Sabra et Shatila.
un adjudant-chef Ghesquière est à ce poste au milieu de ce grouillement de population. J'arrive en véhicule blindé qui repart aussitôt. L'adjudant-chef avait prévenu qu'une jeune journaliste arrivait pour visiter les parachutistes. Alors ils s'étaient mis sur leur 31. Ils s'étaient parfumés autant qu'ils avaient pu. Quand ils me voient arriver, grosse déception. Vous imaginez. Mais enfin, ils sont quand même contents de voir quelqu'un qui vient de l'extérieur. Il y a à peine 1 heure que je suis arrivé, un petit gamin frappe à la porte. Un cabas plein de fruits, c'est pour les Français. L'adjudant-chef Ghesquière, un malin, il regarde et aussitôt dans la tête, il voit un piège. 2 parrains avec moi, avec vos armes. Et il part dans un terrain vague qu'il connaissait. Et j'ai entendu l'explosion et je me suis dit, encore 3 tués. Vous imaginez un peu ce que nous avons vécu. Était-ce pour moi? Était-ce pour la section? Il ne savait pas que j'arrivais puisqu'il avait dit que c'était une jeune journaliste. Était-ce pour elle? On ne le saura jamais. Mais ce séjour à Beyrouth a été ponctué continuellement d'attentats. Je pense à ce petit jeune qui descend sa poubelle. Au moment où il la pose par terre, un sniper le tue. Un autre au volant de son véhicule. Un autre qui était sentinelle à la résidence des Pins. Il reçoit une roquette de RPG. Il y a des éclats partout, là même où nous dînions. Il est bien sûr défiguré. Des attentats continuels, avec une désinformation perpétuelle tous les jours. Sur vous, Mercedes piégée, tel numéro. À Peugeot, une Peugeot bleue. Attention, hélicoptère piégé, ULM plein d'explosifs. Attention, égout piégé à telle hauteur. Continuellement, c'était la désinformation pour nous déstabiliser. Vous imaginez qu'à chaque enterrement, j'essayais d'empêcher, et par mes visites, la marmite d'imploser, d'exploser, parce que c'était difficilement vivable. Combien de temps cette mission va-t-elle durer? J'avais écrit même au SEMA. Je ne lui ai pas fait partir la lettre, parce que je me disais, il y a des chefs, ils savent bien ce qu'ils font. Et moi, à mon petit niveau, je n'ai qu'à encourager les gens dans leur mission, comme j'essaie de le faire chaque jour. Il fallait redynamiser sans cesse les parachutistes. Je continue? Non, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Les blessés sont là et je suis heureux de les retrouver, de les voir. Quel courage ils ont eu. Après notre retour de Beyrouth, il y a le groupe des parents de tous nos tués et les blessés et tous ceux qui étaient non pas blessés physiquement mais blessés moralement. Nous avons eu la chance pour les familles et pour les blessés de nous retrouver chaque année pour nous redire on ne perd pas courage, on continue comme nos gamins, hein, en avant. Oui,
Du haut du ciel, nous savons qu'ils nous disent « il faut continuer, la vie est précieuse, il y a d'autres événements qui nous rendent la vie plus agréable, alors allons de l'avant ». Cette richesse de l'association des anciens de Drakkar, des familles, a fait un travail énorme. Vous, les anciens présidents, et Gilles, le nouveau président, un travail énorme pour empêcher que les familles se dispersent et perdent courage. Chaque année, il y avait ce rassemblement d'un jour, de 2 jours, qui nous permettait de retrouver courage, de nous revoir et de retisser des liens d'amitié. Vraiment, heureusement, nous avons eu cette association qui nous a permis de relever la tête comme l'auraient désiré nos camarades. Alors tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait eu des représailles du gouvernement français à l'égard de nos ennemis. Les 8 super-étendards qui font leur mission dans la Beka, qui la réussissent, à moins que l'Élysée n'ait prévenu avant que nos super-étendards allaient accomplir une mission. Donc pour nous qui étions à Beyrouth, ces gestes de traîtrise à notre égard ont été extrêmement durs. Je pense que nos parachutistes, peut-être, ils ne le savaient pas à leur niveau, mais nous, nous le savions. Et il n'y a pas eu que celui-là. Il y a eu cette Jeep sur l'ambassade d'Iran. Elle arrive de Paris dans un transat, tout est secret, secret, secret. On précipite cette Jeep sur l'ambassade d'Iran et elle n'explose pas. Le général Khan demande à ses chuteurs opérationnels, nos meilleurs soldats, d'arriver avec leurs roquettes anti-chars et la Jeep n'explose pas. Et le lendemain matin, l'armée libanaise nous ramène la Jeep en nous disant « mais c'est votre matériel, il y a bleu, blanc, rouge et il y a les numéros d'immatriculation ». Très dur pour nous dans ce Beyrouth, très dur à accepter parce que, comme en Algérie, en Indochine bien souvent, on se sent abandonné et même trahi. La mission a été accomplie. En tant que prêtre, j'ai essayé d'accomplir mon ministère le mieux possible. Ce n'est pas toujours facile d'être auprès de ces corps meurtris, de les entendre s'éteindre, ne plus parler, mais ce fut notre mission. Et merci à vous tous d'être là. Merci à nos blessés, à la fin, d'avoir été là pour réentendre, réactualiser ce drame de Drakkar, de Beyrouth. Merci. Merci, Padre. Ça s'appelle une standing ovation. Merci, Padre. Il est difficile de vous interrompre et votre voix porte au fond. On aimerait marquer un moment de silence, réfléchir à tout ça, mais ça n'est pas possible. Comme vous le dites, la mission continue. Il faut continuer, aller de l'avant. D'abord, finir cette table ronde, donner pendant quelques minutes la parole à la salle, en sachant que les raids de super-étendards seront abordés dans la 3e table ronde en début d'après-midi tout à l'heure. Alors, sans attendre, et soyez, s'il vous plaît, le plus bref possible dans vos questions, on prend quelques minutes, le micro va circuler, levez la main pour vous signaler, ou alors vous êtes trop affamé pour poser des questions, peut-être, ce qui résoudra le problème du timing de cette table ronde.
Alors, attendez, monsieur. Si allez, le micro à monsieur. Attendez le micro, parce que tout est enregistré. Voilà. Et soyez bref, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Merci. Je suis la Crampe Georges. Mais tout ce qui a été dit nous touche particulièrement, quoi. Et en fait, les témoignages que j'avais là, quoi, je les retrouve parmi tous nos auditeurs. Donc, merci à vous Merci, c'est vrai monsieur. que lorsqu'on se retrouve ce 2 novembre ici, aux Invalides, quoi, revient encore, quoi. Ce sont les sentinelles de minuit. Alors, je suppose que vous aussi, vous devez en avoir. Merci, monsieur, Merci. pour ce témoignage. Je sais que vous êtes ici, peut-être plusieurs dizaines, quelques-uns à pouvoir figurer sur ces tables rondes, parler. On pourrait, pendant plusieurs colloques, évoquer les trajectoires personnelles, les souffrances, les interrogations, cette impression de trahison que tout le monde a eue sur place, sur le terrain, les multiples opérations. Bon, ça n'est pas possible malheureusement, mais merci pour ce témoignage et pour votre patience d'avoir, depuis la première table ronde, attendu comme vous l'avez fait. Merci monsieur. Une question, enfin une remarque. Je dirais juste que le père l'allemand, chaque visite dans nos postes... Attendez, alors, le micro, c'est mieux, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, c'est juste pour dire que chaque fois que le père l'allemand venait dans nos postes, nous, parachutistes, on avait une grosse bouffée d'oxygène qui arrivait. Merci, mon père. Merci. Au fond, là-bas, regardez le doigt levé, voilà. Merci de me donner la parole. Jean-Paul Grosch, ancien parachutiste du 16e RPIMA. J'ai fait partie de la FINUL en 81, avril à octobre 81. J'ai eu l'occasion, pour ça que je prends la parole, je voudrais dire un grand hommage et une grande pensée à monsieur l'ambassadeur Louis de Lamare, qui a perdu la vie dans ce bourbier libanais et dont j'ai eu l'occasion de rencontrer parce que je me suis fait détacher de la FINUL pour aller garder dans la première mission Sentinelle la résidence des Pins. J'ai eu l'occasion de rendre les honneurs à M. Delamare. J'ai eu l'occasion aussi, quelques semaines après, d'être rappelé pour faire la levée de son corps sur le tarmac de Beyrouth. Donc des trucs émotionnels qui me reviennent assez répétitivement. Et voilà, l'hommage que je voulais lui rendre aujourd'hui. Et en tenant compte que M. Louis Delamare repose à ce jour dans sa tombe à Tourgéville, une petite commune au-dessus de Deauville, dont j'ai eu l'occasion de passer l'année passée pour y déposer une petite gerbe de fleurs. Et après tout ça, avec une photo de M. Delamare qui nous a reçus à sa résidence des Pins, un contact a été repris envers moi, le fait que j'avais laissé mon adresse email, et j'ai pris connaissance j'ai fait connaissance d'un de ses enfants qui m'a reçu chez lui, voilà, merci. Pour parler un petit peu de lui. Merci, voilà. monsieur. Un grand merci à vous. Merci. Merci, monsieur, pour cet hommage à ce grand ambassadeur de France, mort pour la France à Beyrouth. Merci. L'adjudant-chef, le major Marie-Madeleine. Deux questions. Pour les casques blancs, j'ai une question. En 1982, juste après l'assassinat de l'ambassadeur, nous avons donc été désignés du Sud pour aller garder l'ambassade, et en particulier la chancellerie. Et pendant ce laps de temps, nous avons eu un casque blanc qui a été tué à 2 pas de nous. J'ai même donné mon sang, puisqu'il n'est pas mort tout de suite. Et vous parlez de 84. Est-ce qu'il y avait déjà des casques blancs en 82 ? Non. Non, le détachement des observateurs a été mis en place à la suite du départ de la FMSB. Donc les premiers ont dû arriver. Moi, je faisais partie du premier contingent encore, mais il y avait une vingtaine de suicidaires qui sont arrivés en premier, là, encore avant moi. C'était encore pire. Ils sont arrivés, je crois, en avril, fin mars, début avril. Moi, je suis arrivé en mai. Mais il n'y avait aucune préparation pour personne. Moi, j'avais eu la chance d'être un peu préparé parce que je devais mettre en place cet escadron de marche numéro 2 qui a été dissous. Mais les gens, ils partaient des unités, ils étaient volontaires. On les mettait dans l'avion, ils partaient le lendemain, quoi. Parce qu'il y avait des casques blancs sur le Golan.
Et Mais le capitaine Agnor, qui a été tué à mes côtés, a été le premier tué des casques blancs, le 6 juin 1984. Non, il n'y avait pas de casque blanc sur le Golan. Il n'y avait pas de casque blanc en 82. Non. Sur le Golan, les Canadiens qui étaient là-bas, c'était des casques blancs. Casque bleu de l'ONU. Ah non. Casque blanc. Il n'avait pas de casque bleu. En tout cas, c'était pas les casques blancs du détachement. Non, rien à voir. C'est pour savoir s'il y avait eu un précurseur avant ou autre. Votre deuxième question. Et la deuxième question, c'est pour toi. Tu dis que vous n'avez pas pu, comme il faut, sur cet immeuble du Drakkar, vous n'avez pas pu faire. Oui, mais parce que avant nous, c'était la Légion. Donc ça a dû être fait avant. Alors le problème, c'est que nous avons trouvé des armes. Donc j'ai dû demander au capitaine de désigner un sous-officier et quelques hommes pour que tout le monde ne soit pas dans le bâtiment au cas où les armes soient piégées. Et on les a trouvées dans les gaines, ici ou là, ou dans le sous-sol. Donc vous n'êtes pas repassé après. Donc ça a dû être fait. Parce qu'on a récupéré cet immeuble de la Légion, où il y avait la Légion avant. Donc, pour avoir travaillé sur le sujet, il y avait une inspection des sous-sols, mais une inspection sommaire. C'est ça. Sommaire. Et effectivement, tout n'avait pas été trouvé, semble-t-il. Messieurs les organisateurs, une question, une réponse? Allez, la dernière. Monsieur là-bas, vous avez le micro. Je vous remercie. Je suis Christophe Legrand. Je suis un ancien de Dieudon 5, donc la dernière mission Dieudon qui a précédé l'arrivée des casques blancs. Juste une précision, les premiers casques blancs sont arrivés le 2 avril 84. Personnellement, j'ai été blessé le 6 février, donc j'étais pas là pour vous accueillir. Toujours est-il que je voudrais juste apporter une petite précision sur la vie au quotidien et dire que la vie des Libanais, ceux qui n'étaient pas des combattants, était aussi difficile que celle des soldats français, mais il n'en reste pas moins qu'ils étaient aussi très solidaires avec l'armée française. Je prendrai un tout petit exemple. On était, nous, au Bois des Pins, et on avait un pâtissier qui venait tous les jours, qui s'appelait Jean Tinap, peut-être que les gens de Dieudon 4 ou de Dieudon 3 l'ont connu, et tous les jours, il nous amenait des gâteaux. Voilà. On n'a jamais rien payé. Merci, monsieur, pour ce témoignage qui nous ouvre l'appétit pour le déjeuner qui va suivre. Alors, Madame la directrice générale, messieurs les officiers généraux, c'est la fin de cette deuxième table ronde. Nous vous remercions pour votre patience. Merci à tous. À tout à l'heure.